Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire de Concertation Montréal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Sophie Tremblay et Marie-Ève Bois, Maître Marie-Ève Bois également, de chez Novalex, qui vont aborder la question des enjeux légaux au Conseil en période de crise, excusez-moi. Donc, on parle de déconfinement à l'heure actuelle. Vos organisations vont être appelées à reprendre graduellement leurs activités dans des conditions certainement très différentes, dépendamment de là où vous intervenez, également le type de service que vous offrez ou la clientèle avec laquelle vous travaillez. Donc, c'est le 5e webinaire organisé par Concertation Montréal. Depuis le départ, on avait beaucoup de demandes pour aborder la question sous l'angle légal. On a volontairement attendu un certain temps avant de traiter le sujet parce que la réglementation a beaucoup évolué, les consignes ont évolué également. Et aujourd'hui, on va dans la prochaine heure aborder deux facettes importantes des questions légales, donc le côté un peu plus gouvernance et de l'autre, la question RH sous l'angle légal. Donc, avec deux avocates, on va faire un survol des questions que vous nous avez communiquées. Évidemment, ce ne sont pas des conseils juridiques. On aborde la question en vous présentant des angles peut-être à analyser, des questions à poser. Puis dans certains cas, ça va vous demander peut-être un travail de conseil un peu plus poussé à développer en utilisant vos réseaux. Donc, on va passer la prochaine heure ensemble. On n'est pas en mesure de prendre des nouvelles questions dans le cadre du webinaire. On en a déjà reçu beaucoup. Par contre, ce que nous allons faire par la suite, on va voir avec Novalex dans quelle mesure on peut reprendre certaines de vos questions et les partager avec des pistes de réponse. Donc, sur les réseaux sociaux de Concertation Montréal, on va vous donner quelques éléments de réflexion à avoir. Donc, je remercie grandement Sophie et Marie-Ève d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que ça va répondre aux questions, en tout cas de plusieurs personnes. On a plus de 150 personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour le webinaire aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. Je vais vous retrouver à la fin du webinaire et je vais inviter Sophie à lancer sa présentation pour poursuivre. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je vais vous partager notre écran. Voilà. Concernant les enjeux légaux au CA le Conseil en période de crise. Donc, sans plus tarder, je vais faire défiler. Donc, voilà, Sophie Tremblay, je suis avocate, chef de l'exploitation chez Novalex, puis je suis accompagnée de ma collègue Marie-Ève Bois, qui est également avocate en droit des affaires et en gouvernance au cabinet. Pour vous donner un petit aperçu de la présentation aujourd'hui, on va séparer la présentation en 3 blocs. Je vais commencer avec les questions de RH, donc droit du travail, droit d'emploi, tout ce qui touche la poursuite des opérations, les obligations légales de l'employeur en tant que si vous êtes un OBNL qui poursuit ces opérations. Ensuite, un rappel ou un point sur les mises à pied, les licenciements. Il y avait quand même beaucoup de questions qui ont été soumises au préalable qui touchaient ce point-là. Puis aussi, en tant qu'administrateur d'OBNL, quelles sont vos responsabilités en matière de droit du travail, droit d'emploi à garder en tête. Puis par la suite, dans un deuxième temps, ma collègue Marie-Ève va aborder plus spécifiquement dans les réunions du CA en temps de crise, quels sont les enjeux légaux à considérer en réunion de CA, puis à vous assurer de bien jouer votre rôle d'administrateur dans les circonstances. Puis, dans un troisième et dernier temps, on va couvrir la question de l'organisation des AGA, des Assemblées générales annuelles. Il y avait beaucoup de questions sur les délais de convocation, sur la manière de tenir les AGA en présentiel, à distance, etc. Donc, on va tenter de répondre du mieux possible à vos questions sur ce point-là. Donc, pour commencer avec la question droit du travail, droit de l'emploi en temps de crise. Tout d'abord, comme administrateur de BNL, en fait, vous allez vouloir surtout vous assurer qu'il y a des bonnes mesures qui sont mises en place au niveau de tout ce qui est santé et sécurité du travail, surtout pour le déconfinement là, qui s'en vient. Beaucoup d'organisations qui étaient peut-être fermées
ou en télétravail vont considérer de revenir peut-être sur place, sur les lieux de travail. Donc, il va y avoir un certain nombre de mesures à s'assurer qu'ils soient bien mises en place pour respecter les mesures sanitaires qui ont été édictées par la Direction de la santé publique. Même pour les employés, en fait, qui sont en télétravail, il y a une obligation générale d'offrir un milieu de travail sécuritaire à tous ces employés, puis de s'assurer qu'ils ont les bons outils de travail pour pouvoir performer adéquatement. Donc, comme administrateur d'OBNL, vérifier au niveau du CA si toutes les mesures ont été prises pour bien équiper là, au niveau télétravail vos employés qui sont en télétravail. Ça peut être au niveau même de l'ergonomie de leur table de travail, les chaises, les ordinateurs, les imprimantes, etc. Ça peut être important de s'assurer que tout le monde est bien équipé et bien installé pour pouvoir travailler à distance. Si vous revenez progressivement sur les lieux de travail ou si vous êtes resté ouvert parce que vous étiez un service essentiel, par exemple, il y a toute une série de mesures qu'il faut respecter au niveau distanciation sociale, hygiène, entretien ménager, tout ça. Il y a une trousse d'ailleurs de la CNESST qui est la trousse COVID-19 qu'on vous a mis un lien en fait ici. Puis on va circuler d'ailleurs la présentation PowerPoint après la présentation au cours des prochains jours. Vous allez pouvoir cliquer directement sur le lien puis accéder à la trousse COVID-19 qui donne vraiment toutes les aides-mémoires, le guide de prévention, des affiches qu'on peut mettre dans les lieux de travail avec les consignes à respecter au niveau santé et sécurité du travail, donc de respecter 2 mètres, par exemple, de distance entre les postes de travail ou, si ce n'est pas possible, de mettre des barrières physiques comme des plexiglas, de réaménager les lieux de travail, de s'assurer qu'il y a des ménages qui sont faits au niveau de la cuisine, la salle de bain, le partage des objets qu'il faut éviter le plus possible. Donc, vraiment au niveau pratico-pratique, puis de s'assurer de bien respecter les mesures sanitaires. La trousse COVID est très, très utile à cet égard-là. Puis ça va vous permettre de vous assurer que, comme organisation, vous respectez bien les obligations en matière de santé et sécurité du travail pour prévenir, identifier, contrôler, diminuer les risques de contamination dans les lieux de travail. Ensuite, on avait beaucoup de questions qui revenaient au préalable avant le webinaire concernant est-ce qu'on peut modifier les horaires de travail, toucher au salaire, réduire dans le fond de 5 jours à 4 jours, par exemple, certains employés, ou toucher à d'autres modalités des contrats d'emploi des employés des organismes. Donc, oui, c'est possible de le faire avec l'accord des employés. Donc, on recommande toujours de faire signer là, un accord par écrit. Donc, une confirmation que l'employé, par exemple, accepte de réduire ses heures de travail ou de voir son horaire modifié. Sinon, il y a une notion de congédiement déguisé là, qui peut intervenir. Donc, il faut s'assurer d'avoir l'accord de l'employé avant de faire ce qu'on appelle un congédiement déguisé qui serait une modification là, unilatérale et substantielle à des conditions là, essentielles du contrat d'emploi. Parce que ça peut donc entraîner des obligations au niveau de l'employeur là, de soit verser une indemnité de fin d'emploi ou donner ouverture à des recours là, pour les employés qui pourraient déposer des plaintes à la Commission des normes du travail en termes de pratiques interdites ou de congédiement sans cause juste et suffisante. Donc, pour éviter ça, si vous faites des changements aux horaires, au salaire ou à d'autres modalités des contrats d'emploi, assurez-vous d'avoir l'accord écrit de vos employés, qui peut être pour une durée temporaire ou une période indéterminée, mais un peu plus longue là, si on sait que ça va peut-être prendre quelques mois avant que les choses reviennent à la normale au sein de votre organisme. Si vous avez des employés qui ne sont pas en mesure d'accomplir leurs prestations de travail, qui, par exemple, sont atteints de la COVID-19 ou sont malades ou, entre autres, ont des jeunes enfants qui sont donc pas en mesure de travailler parce qu'ils doivent s'occuper de leurs jeunes enfants, regardez si vous avez dans les contrats d'emploi avec ces personnes-là, s'il y a des congés de maladie ou des congés payés pour des absences personnelles qui sont prévus. Sinon, dans la loi sur les normes du travail, il y a une protection pour les 2 premières journées d'absence, soit pour maladie ou pour s'occuper d'un enfant malade ou de rester auprès d'un enfant à la maison. Et les 2 premières journées sont rémunérées. Par la suite, ça devient des congés sans solde qui sont protégés, là, encore une fois, par la loi sur les normes jusqu'à concurrence de 6 mois où la personne pourrait être absente pour cause de maladie ou pour s'occuper d'un proche, là, d'un enfant dans ce cas-ci. Donc, regardez si vous avez quelque chose dans le contrat, sinon ce seraient les règles légales qui s'appliquent. Puis, un dernier point important aussi à aborder, puis Marie-Ève en reparlera un petit peu plus au niveau des enjeux à considérer là, en réunion là, des conseils d'administration, mais toute la question de la sécurité informatique puis la protection des données, surtout en télétravail, c'est bien important. Donc, poser des questions pour savoir comment les systèmes informatiques ont été redéployés au sein de vos organisations, comment les accès aux serveurs se font, aux documents, la protection des données,
personnels, surtout si vous avez des dossiers d'utilisateurs ou de bénéficiaires, par exemple, qui touchent des données médicales ou sensibles. Tous ceux qui œuvrent en santé, en services sociaux, ça se peut qu'il y ait des dossiers comme ça qui doivent être accédés à distance maintenant. Donc, s'assurer qu'il y a des bonnes mesures de protection informatique là, qui ont été mises en place. Puis, qu'au besoin, l'organisme a fait affaire ou a travaillé avec une firme là, de sécurité informatique ou en TI là, pour s'assurer que le redéploiement des services informatiques se fait adéquatement et dans le respect de la protection là, informatique des données. Si jamais votre organisation a à effectuer des mises à pied ou des licenciements, on entend souvent parler à la fois de mise à pied et de licenciement. Il y a une distinction à effectuer au niveau légal entre les deux termes. La mise à pied, c'est une rupture temporaire, en fait, du lien d'emploi qui n'est pas définitive. Donc, il y a une possibilité de rappeler l'employé jusqu'à une période de 6 mois, en fait, après la date de la mise à pied. C'est beaucoup ça qu'on a vu depuis le mois de mars se produire dans beaucoup d'organisations qui étaient peut-être plus en mesure de conserver tous leurs employés à l'emploi. Puis ça se fait, dans le fond, par la remise d'un relevé d'emploi avec une date de mise à pied, puis une date de retour au travail si on la connaît, ou ça peut être une date inconnue si on ne le sait pas. Puis si jamais la mise à pied se prolonge plus de 6 mois, ça devient là un licenciement, donc une abolition du poste ou une fin d'emploi permanente qui vient avec l'obligation là, pour l'employeur de verser une indemnité de fin d'emploi. Dont la durée, dans le fond, est prévue à la fois par la loi sur les normes du travail qui donne le minimum à respecter, puis par le Code civil du Québec aussi qui possède un article, en fait, qui vient traiter là, de la rupture du contrat d'emploi sans cause. Donc, vraiment sans faute de l'employé. C'est une question économique la plupart du temps qui vient expliquer le licenciement. Puis, il y a un délai congé, donc un préavis raisonnable à offrir aussi aux employés qui perdent leur emploi de manière définitive comme ça. Donc, juste vérifier dans la loi sur les normes depuis combien de temps vos employés sont à l'emploi chez vous. Puis, au niveau du Code civil aussi, quelle sera la durée du préavis raisonnable à offrir dans les circonstances. Puis, si jamais il y a vraiment des licenciements permanents qui sont à effectuer, il y a une obligation pour l'employeur de verser des indemnités en conséquence. Puis, si jamais vous avez des contrats plutôt de pigistes ou de travailleurs autonomes qui collaborent avec vous, mais qui ont des contrats de service, donc plutôt que des contrats d'emploi, puis qu'il faut donc soit en résilier ou repousser certains contrats, regardez encore une fois dans le contrat même s'il y a une clause qui prévoit quoi faire dans les circonstances. Est-ce qu'il y a un préavis à donner? Est-ce qu'il y a un montant à payer aux pigistes ou aux travailleurs autonomes? Puis sinon, il y a aussi, en cas de silence dans le contrat, une notion de préavis raisonnable, encore une fois, qui existe dans le Code civil du Québec là, pour la résiliation d'un contrat de service avec un pigiste ou un travailleur autonome. Généralement, on parle entre 15 et 30 jours là, de préavis à donner, mais ça peut vraiment varier selon les circonstances, la durée du contrat, le montant du jeu. Donc, c'est sûr qu'avant de vous prononcer, ça peut être bien d'aller regarder au niveau d'un conseil légal là, un petit peu plus précis, mais il y a une notion quand même là, comme quoi c'est possible de résilier un contrat de service moyennant un préavis raisonnable. Puis évidemment, comme client, il faut s'assurer de bien avoir payé pour tous les services qui sont rendus là, jusqu'à la date à laquelle le contrat prend fin. Ensuite, un petit point rapidement sur la responsabilité personnelle des administrateurs qui peut être engagée dans certains contextes ou certaines circonstances en ce qui a trait à des notions de droit de travail, droit de l'emploi. C'est prévu dans les lois corporatives, en fait, autant pour les administrateurs d'un OBNL qui serait un OBNL provincial, là, incorporé avec la partie 3 de la loi sur les compagnies, ou pour un OBNL aussi de la loi OBNL fédérale. Les salaires qui sont dus aux employés, les administrateurs peuvent être personnellement responsables de verser ces salaires-là jusqu'à concurrence de 6 mois de salaire si jamais l'organisme fait défaut de verser les salaires. Il y a quand même une procédure à respecter là, pour qu'on en arrive jusqu'à la responsabilité personnelle des administrateurs, mais c'est prévu dans la loi, donc c'est quand même important de s'assurer qu'il n'y a pas de défauts qui sont faits à cet égard-là au niveau des salaires qui sont versés. Puis même chose pour toutes les remises de déduction à la source aux autorités fiscales. Pour s'assurer que l'organisme les respecte puis fait bien les remises là, sur une base mensuelle ou telle que prévue là, selon les délais pour les autorités fiscales. Parce qu'encore une fois, si jamais les remises de DAS n'étaient pas faites, les administrateurs pourraient être personnellement responsables d'avoir à les verser aux autorités fiscales, donc soit à l'Agence du revenu du Canada ou à Revenu Québec. Il y a aussi des infractions pénales qui sont prévues dans la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, d'où l'importance de s'assurer là, qu'il y a des bonnes mesures qui ont été mises en place, qu'on respecte bien là, au niveau des mesures sanitaires pour la protection des travailleurs. Parce que si jamais il y avait
une infraction qui était constatée par un inspecteur, puis qu'on apprenait que, par exemple, le conseil d'administration était avisé que les mesures de prévention ou de diminution des risques n'avaient pas été mises en place, puis qu'il n'y a rien qui avait été fait du côté du CA, que le CA n'avait pas été diligent là, par rapport à ça, on pourrait potentiellement voir dans le fond, une infraction ou une pénalité qui pourrait être imposée au niveau de la responsabilité là, personnelle aussi des administrateurs de l'organisme ou qui n'auraient pas agi malgré l'information qui était disponible à leur sujet. Donc voilà, quand en CA, assurez-vous de demander une confirmation écrite par rapport au salaire, au DAS, être sûr qu'il n'y a rien qui demeure impayé. Puis, assurez-vous qu'il y a des mesures là, qui ont été instaurées pour le contrôle et la surveillance pour le respect des obligations en santé et sécurité du travail. Donc, voilà qui complète le survol en matière RH. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Marie-Ève qui va vous entretenir des réunions du CA puis des enjeux légaux à considérer lors des rencontres du CA. Voilà. Merci Sophie et bonjour à tout le monde. Je commencerai peut-être par un mot rapide sur la tenue finalement des réunions du CA. Comme Sophie l'a précisé il y a quelques minutes, je vais vraiment seulement m'attarder sur ce qui concerne les réunions du CA. On parlera ensuite des réunions, les AGA un peu plus tard. En matière de rencontres du conseil d'administration, on peut aller assez rapidement sur le sujet. En tant que tel, la loi autorise la tenue des réunions du CA par visioconférence ou autres moyens technologiques. On a eu la question de savoir, parmi les questions qui nous ont été soumises, qu'est-ce qui arrive si un membre du CA, par exemple, n'aurait pas accès à Internet. C'est sûr, ça peut compliquer et limiter finalement le nombre de technologies qui sont à votre portée. On a vu par le passé des CA qui tenaient leurs conférences par téléphone, finalement. Ce serait acceptable. Sinon, les réunions écrites qui tiennent lieu de rencontres du CA peuvent être, si elles sont signées par tous les membres, sont tout à fait acceptables aussi. Donc, ce serait une manière de procéder. Il y a des logiciels qui sont disponibles pour que tous puissent signer. Sinon, ça se peut qu'il faut peut-être acheminer finalement la résolution à un membre qui n'aurait pas nécessairement accès à l'Internet ou à un courriel, mais habituellement, c'est comme ça que finalement les CA finissent par fonctionner en soumettant finalement les résolutions par courriel à tous. Une signature électronique, ça fait amplement l'affaire et c'est sa tenue légale finalement en vertu de la loi. Je passerai ensuite à peut-être la gouvernance, les questions à aborder en CA. On a abordé finalement un peu le sujet de votre responsabilité comme membre de CA. Actuellement, avec la crise, il y a beaucoup d'administrateurs qui se posent la question à savoir si leur responsabilité est modifiée de par l'arrivée de la crise, s'ils devraient avoir une surveillance accrue sur les activités de l'entreprise. Puisque, comme vous le savez, le CA, finalement, a un devoir de surveillance sur les activités de l'entreprise. Il doit faire ça avec diligence aussi, donc il y a un équilibre à trouver, à savoir là où la surveillance rencontre aussi le soutien au comité de direction. Il y a des mesures qui doivent être prises, effectivement. Le CA doit surveiller, doit garder un œil sur les activités de l'entreprise, sur les implications, sur l'impact sur ses employés. J'y reviendrai un peu plus tard sur les questions en tant que telles que le CA doit se poser. Il y a un cas qui a été recensé à l'époque de la listériose d'un conseil d'administration d'une entreprise qui avait pris finalement aucune mesure de surveillance, qui n'avait pas tenu de rencontre, finalement, qui n'avait pas posé de questions. Ça a fini par engendrer la responsabilité des administrateurs puisque ça allait à l'encontre de leur devoir de loyauté. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment sans nécessairement avoir une présence quotidienne, c'est quand même de mettre en place des processus ou des protocoles pour que la direction doive vous tenir au courant des pratiques en conformité de l'organisation, des risques, puisse faire des déclarations aussi à savoir s'il y a des nouveaux cas qui se sont présentés au sein de l'organisme, par exemple. Il faut tenir des réunions régulières pour que le conseil puisse examiner ces questions-là et regarder finalement les risques qui émanent de la situation actuelle. Donc, il faudrait peut-être aussi mettre en place un plan d'urgence
puis être transparent finalement à travers l'organisation pour que l'information circule. Mais mis à part ça, il faut quand même que le CA garde en tête que la direction actuellement en a probablement plein les bras avec la gestion de la crise au quotidien. Donc, il va vraiment avoir un équilibre à trouver entre surveillance et finalement pas être trop envahissant sur un comité de direction qui est déjà pas mal préoccupé. Ce qu'on a vu qui peut se passer, c'est que le président du CA peut, par exemple, commencer à jouer un rôle accru puis servir finalement de soupape entre le reste des administrateurs et le chef de la direction, par exemple. Donc, le président pourrait tenir des rencontres un peu plus fréquentes, disons, 3 fois par semaine avec le chef de la direction, très brièvement par téléphone. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être formel, pour ensuite, lui, aller faire rapport au reste du CA. À ce moment-là, ça peut être une bonne idée également pour le CA de tenir des minutes de leur discussion, de garder vraiment ça par écrit, spécialement s'il y a des administrateurs qui n'ont pas été présents à cette réunion-là. Et une fois qu'il y aura une rencontre du CA, à ce moment-là, vous pourrez voter sur les décisions qui ont été prises. Mais c'est vraiment essayer de faire circuler l'information de la manière la plus efficace possible pour que finalement la direction n'ait pas trop de bâtons dans les roues, mais que le CA puisse effectuer son rôle qui est de surveiller, d'offrir des bons conseils, des conseils indépendants aussi, de poser les bonnes questions. Ça peut arriver que la direction est peut-être un peu plus froide à l'idée d'impliquer le CA, de rendre des comptes. À ce moment-là, il ne faut vraiment pas avoir peur, comme membre d'un conseil d'administration, d'insister, de vraiment s'assurer que les mesures de sécurité sont suffisantes pour l'entreprise, pour les employés et tout ça, et de vraiment insister pour qu'il y ait une communication qui soit faite de manière un peu plus fréquente. Ensuite, je m'étais noté des questions peut-être qu'il faudrait se poser comme membre du CA, les aspects sur lesquels ça vaut la peine de jeter un œil. Encore une fois, on va vous envoyer de la documentation suite à la présentation, donc vous n'avez pas nécessairement à prendre ça en note de manière assidue. Mais lors des réunions, en tout cas pour les mois à venir, le conseil d'administration devrait garder un œil sur la situation courante de l'entreprise, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est en ce moment, c'est quoi les activités, comment la crise est-elle gérée au niveau de la santé et sécurité, le bien-être des employés, si vous êtes encore en activité, est-ce que vos employés, il y a un grand cas, est-ce qu'il y a beaucoup d'absentéisme, est-ce que ça a une incidence sur vos activités, est-ce qu'il y a eu des employés qui ont été mis à pied, comme Sophie en a parlé, est-ce qu'il y a eu des licenciements? Ça vaut la peine de vraiment demander un rapport en continu sur la situation de l'emploi au sein de l'entreprise. Ça vaut la peine, si vous avez des installations, de vérifier qu'est-ce qui a été mis en place, quels sont les plans de rechange, est-ce qu'il faut fermer les portes finalement des installations. Ça vaut la peine de vérifier aussi la situation au niveau des dettes et des obligations de l'entreprise. Finalement, est-ce que vous êtes à jour dans vos paiements? Est-ce que l'organisme, c'est quoi les conséquences finalement si l'organisme n'est pas en mesure de compléter ses paiements mensuels? Est-ce que vous pouvez prendre des arrangements financiers ou en tout cas suggérer à la direction de prendre des arrangements financiers? Est-ce qu'il y a des risques sur les liquidités de l'organisme, etc. Ça vaut la peine aussi de vérifier si vous avez des clients, des bénéficiaires, comment ça se passe avec eux, quel est votre rapport avec eux, comment vous pouvez calmer peut-être les inquiétudes qu'ils pourraient avoir. Ce serait peut-être la même chose aussi avec votre chaîne d'approvisionnement, vos fournisseurs en tant que tels, vérifier. Tout le monde est dans le même bateau. Eux, quelle est leur gestion de la crise, comment vont leurs activités. Même dans une vision plus long terme, je pourrais penser ça pourrait valoir la peine de vérifier peut-être si vous avez des fournisseurs clés qui sont grandement affectés par la crise, de tout de suite vous mettre à mettre sur un tracking qui pourrait finalement remplacer ces fournisseurs-là au besoin si au pied levé, finalement, il vous manque ce fournisseur-là.
Donc, vraiment, pour chaque élément de la chaîne d'approvisionnement, pensez peut-être à un plan B. Vous assurer de comment ça fonctionne de leur côté à court et moyen terme. Peut-être aussi que le CA pourrait vérifier l'aide gouvernementale qui est offerte par les différents paliers de gouvernement. On a vu, il y a beaucoup de programmes qui ont été lancés. Ce n'est pas nécessairement tous les organismes qui sont bien au fait de l'aide qu'ils peuvent recevoir, qui est disponible à eux. Donc, ça peut être une bonne idée de vérifier si l'organisme sur lequel le CA siège prend vraiment toutes les mesures disponibles pour bénéficier du soutien financier qui est disponible finalement. Et finalement, peut-être regarder aussi à long terme à quoi on s'attend. Quel est l'impact de la crise sur vos activités sur un an? À quoi s'attendre finalement si ça dure? Oui, jusqu'à l'été, mais aussi jusqu'à l'automne. Vraiment essayer de faire un plan avec vraiment différentes étapes. C'est-à-dire comme le plan A, ce serait qu'on peut reprendre pas mal nos activités à partir de l'été, puis ensuite d'essayer de voir pour un plan encore plus long terme. Et sinon, le dernier élément que j'avais noté, c'était vraiment aussi s'assurer d'avoir une bonne communication, s'assurer d'avoir une ligne de communication qui est la même, qui est homogène au travers tous les champs finalement et envers tous les interlocuteurs. Donc, faire preuve de transparence envers les employés, mais aussi envers vos membres, vos clients, vos fournisseurs, peut-être même aussi à l'égard des gouvernements si vous avez à rendre compte, de vraiment vous assurer d'avoir une ligne uniforme et que tout le monde s'entende finalement sur le message que vous voulez passer. Je pense avoir peut-être aussi déjà touché à ce sujet-là, mais à savoir à quelle fréquence il serait nécessaire de se rencontrer comme administrateur. Ça peut varier. Actuellement, nous, ce qu'on voit, comme j'avais dit, c'est des rencontres fréquentes entre le président et la direction de l'organisme, qui ensuite peut faire rapport à peu près une fois par semaine, assez rapidement s'il le faut, aux autres administrateurs qui à ce moment-là, vont pouvoir trancher s'il y a des risques particuliers qui ont été soulevés ou s'il y a des changements dans l'organisme qui ont été soulevés par la direction, finalement. Je pense que sinon, ça risque de faire le tour pas mal de ce que je voulais souligner. Sophie, ensuite, pourrait aborder le sujet des réunions, finalement, des assemblées générales des membres. Oui, parfait. Merci, Marie-Ève. On a eu une question sur l'organisation des AGA, effectivement. Donc, on va essayer de répondre le plus possible aux questions légales qui ont trait à l'organisation de ces dernières. Donc, la première question, je pense, qui revenait le plus souvent, c'était est-ce qu'on peut faire nos assemblées générales annuelles en présentiel ou à distance? Donc, par visioconférence, avec un logiciel comme Zoom, justement, ou d'autres plateformes similaires. C'est sûr que ça dépend. Avant, en fait, la directive du ministère de la Justice sur laquelle je vais revenir dans un instant, ça dépendait vraiment par organisme, ce que vous aviez comme règles dans vos statuts, dans vos règlements généraux. Certains organismes avaient une règle qui permettait de le faire, d'autres non. C'était un peu un casse-tête d'essayer de savoir est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. Et donc, pour résoudre un peu tout ça, puis parce que la situation qu'on connaît actuellement risque de perdurer encore plusieurs mois, la semaine dernière, il y a eu une directive du ministère de la Justice qui a été émise concernant les assemblées à distance pour l'ensemble, en fait, des organisations des personnes morales au Québec. Donc, c'est autant un syndicat de copropriété qu'une compagnie, qu'un OBNL. Toutes les assemblées générales sont possibles à distance maintenant, peu importe ce que votre loi constitutive ou vos règlements généraux prévoyaient. C'est une mesure qui est temporaire, donc ce n'est pas nécessairement pour toujours là, qu'on pourra faire ça à distance, à moins que la directive soit renouvelée ou soit éventuellement incorporée dans un amendement dans les lois pour le permettre en tout temps. Mais pour cette année, à tout le moins, tant et aussi longtemps que l'état d'urgence sanitaire va perdurer avec la COVID, c'est possible d'organiser son assemblée générale annuelle par moyens technologiques, donc à distance, en visioconférence.
Pour ce qui est de la date de l'AGA, puis du bilan financier qui est à présenter aux membres, souvent dans vos règlements généraux, vous avez une date limite à laquelle il faut organiser l'AGA, qui peut être dans un délai de 3 mois ou de 4 mois, par exemple, après la date de la fin d'année financière. Puis pour certains organismes où, par exemple, la date de fin d'année était le 31 décembre, ça tombait au 31 mars, par exemple, où il fallait faire l'Assemblée générale. Puis là, cette année, évidemment, avec les bouleversements qu'on a connus, ce n'était pas toujours possible d'organiser l'AGA à la date qui était prévue dans les règlements généraux. Donc, si jamais vous avez dépassé votre date ou vous allez le dépasser sous peu, c'est quand même possible de l'organiser après la date prévue. Ce sera non conforme, évidemment, là, à ce que le règlement général de l'organisation prévoyait. C'est bien important quand même de le faire le plus tôt possible dès que vous êtes en mesure de vous organiser puis de le faire à distance. On ne peut pas sauter là, une année puis attendre, disons, juste à l'année prochaine pour faire l'AGA. Il y a vraiment une obligation dans la loi de le faire sur une base annuelle. Puis si jamais on n'est pas capable de respecter la date qui était prévue dans les règlements généraux, il faut simplement s'assurer en début d'AGA de faire adopter une résolution par les membres qui sont présents pour que ces derniers reconnaissent là, que l'Assemblée a été validement convoquée puis constituée, même s'il y a eu une non-conformité avec le règlement de l'Assemblée générale, pour éviter qu'après, on ait des membres, par exemple, qui viendraient contester là, les décisions qui auraient été prises lors de l'AGA. Donc, le plus vite possible, vous pouvez rectifier la situation si vous êtes en retard dans votre date d'AGA le mieux possible, mais c'est pas quelque chose qui est fatal à la tenue de l'AGA. C'est essentiellement les membres même de l'organisme qui pourraient se plaindre du fait que ça a été tenu en retard par rapport aux règlements généraux. Donc, en autant que les membres reconnaissent que c'est validement convoqué malgré le retard ou la non-conformité, ça va aller, vous allez pouvoir ouvrir l'AGA puis la tenir comme à l'habitude. Par rapport aux états financiers, là, au bilan financier qu'il faut présenter aux membres lors de l'AGA. C'est souvent pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on a une date limite là, à laquelle on doit organiser notre AGA. Dans la loi, en fait, il y a une exigence pour les OBNL qui sont partie 3 de la loi sur les compagnies de présenter des états financiers ou un bilan financier qui est vieux d'un maximum de 4 mois aux membres. Puis ceux qui sont des OBNL de la loi fédérale, c'est un maximum de 6 mois après la date de fin d'année financière qu'il faut présenter le bilan financier aux membres. Donc, c'est souvent pour ça qu'on tenait l'AGA dans ce délai-là. Si jamais vous ne le respectez pas parce que vous devez l'organiser plus tard que ce qui est prévu, il faudra juste à ce moment-là présenter un bilan financier qui va peut-être contenir, oui, le dernier exercice complété, mais aussi un bilan intérimaire là, qui est vieux, lui, d'au plus 4 ou 6 mois, selon le cas, pour que les membres, dans le fond, aient un état de la situation au niveau des finances de l'organisme qui soit le plus conforme possible à la loi. Donc, ça se pourrait que vous ayez à préparer un état des résultats ou des mini-états financiers intérimaires pour une partie de l'année si vous dépassez là, votre délai de 4 mois ou de 6 mois, selon que vous êtes un OBNL provincial ou fédéral. Il y avait aussi beaucoup de questions par rapport aux élections des administrateurs qui ont lieu justement lors de l'AGA. Puis, si jamais l'AGA est repoussée, qu'est-ce qui se passe des administrateurs qui sont élus en ce moment? Est-ce que votre mandat continue? Est-ce qu'il prend fin à la date ou à laquelle l'AGA aurait dû avoir lieu? Bien, ça continue, en fait, jusqu'à ce que l'AGA ait lieu. Donc, les administrateurs qui sont élus actuellement, même si c'était pour une durée d'1 an, par exemple, 2 ans, puis que ça venait à échéance à une date qui aurait dû tomber dans le délai prévu, votre mandat va être prolongé automatiquement jusqu'à ce que l'AGA ait lieu, d'où l'importance de la tenir aussi le plus rapidement possible si vous avez dépassé un petit peu votre délai pour vous assurer de respecter quand même le plus possible votre processus de réélection, de renouvellement de vos administrateurs au sein du CA. Puis si jamais il y a des administrateurs qui ont démissionné ou que l'organisme a des vacances sur son CA qu'il faut combler, normalement, dans vos règlements généraux, vous avez une procédure pour que les autres administrateurs puissent combler par eux-mêmes la vacance en cooptant, donc en nommant un administrateur qui vient compléter la durée restante du mandat jusqu'à l'Assemblée générale annuelle suivante, où là, il y aurait des élections en bonne et due forme tenues par les membres pour réélire les administrateurs pour le prochain mandat, dans le fond, de l'organisation. Alors, juste regardez dans le fond, dans vos règlements généraux, qu'est-ce qui est prévu à cet égard-là, puis vous allez pouvoir vous assurer de soit combler par cooptation ou de réélire lors de l'AGA les administrateurs pour la nouvelle année. Puis, comme autre élément à traiter lors de l'Assemblée générale annuelle, c'est sûr qu'il y a des points qui sont pas nécessairement prévus par la loi, mais qui sont quand même
pertinent de présenter aux membres. Là. Entre autres, souvent, on voit un rapport annuel des activités là, qui est fait à tous les membres. Ça peut être d'autant plus important de le faire dans les circonstances, justement pour que vos membres sachent qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesure pour modifier vos activités, vos processus au niveau du financement, de la pérennité de l'organisme. Des fois, il y a beaucoup d'organisations qui comptaient sur de l'événementiel, des levées de fonds, tout ça pour assurer une partie de leurs revenus. Si ces choses-là sont plus possibles à court terme d'organiser de la même façon que par le passé, ça peut être une bonne manière aussi de présenter aux membres comment vous vous êtes réorganisés ou c'est quoi les réalignements qui ont été décidés pour essayer de redresser la situation. Puis, il y a aussi des points peut-être un peu plus gouvernance interne, vraiment. Si vous avez des règles que vous voyez comme celles dans vos règlements généraux qui sont peut-être un peu plus lourdes en ce moment ou que vous voulez modifier vos règlements généraux pour être capable de mieux procéder à l'avenir, que ce soit plus flexible, c'est un bon moment en ce moment de faire une révision là, peut-être avec votre comité de gouvernance pour regarder est-ce qu'il y a des modifications qui pourraient être faites aux règlements généraux, puis de voter une ratification de ces modifications aux règlements généraux lors de l'AGA. C'est un point spécial pour que les modifications deviennent permanentes. Il faut que les membres les ratifient avec un vote aux 2/3. Donc, ça peut être quelque chose des fois qu'on repousse un peu parce que c'est rarement quelque chose qui est urgent là, de modifier les règlements généraux, mais en ce moment, ça peut être un bon moment de faire l'exercice de les réviser, de regarder s'il y a des modifications qui peuvent être apportées, puis le cas échéant, d'ajouter un point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale pour ratifier la modification en question. Ça va faciliter par la suite le fonctionnement là, au quotidien de l'organisme si ces règlements généraux ont été mis à jour en conséquence. Donc voilà, qui compléterait en fait le survol des règles légales, si on veut, à respecter là, au niveau des AGA. Je pense qu'on a un peu de temps encore, en fait, on est à 15h35. Donc, si jamais, en fait, Philippe, il y a des questions, réponses, on pourrait peut-être y aller comme ça à la volée, là, en fonction de ce qui oui. a été envoyé dans le chat. Oui. Merci, Sophie. Donc, on peut peut-être activer le chat s'il y en a qui veulent partager certaines questions. On pourrait les reprendre maintenant. Moi, je sais qu'il y a eu une démarche qui a été menée par certains organismes soutenus par le PSOC, donc le programme de soutien aux organismes communautaires, qui demandait en fait de suspendre, en tout cas de reporter leurs assemblées générales à l'an prochain, donc carrément de sauter une année et de demander des assouplissements au niveau de la reddition de comptes. Donc, en indiquant que de tenir une AG et de faire les rapports comme les années habituelles, ça leur demandait un temps important qui ne serait pas consacré au service à leurs membres, par exemple. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager, un conseil là-dessus entre l'équilibre, comment informer les bailleurs de fonds puis respecter nos obligations réglementaires, mais en même temps, éviter de paralyser la machine pendant qu'on a plus que jamais besoin d'offrir des services. Oui, effectivement, mais pour tout ce qui est bailleur de fonds, il y a beaucoup d'assouplissements, effectivement, là, qui sont possibles. La plupart des gens si vous avez une convention de financement, ça peut être le PSOC, ça peut être avec le SACEI, ça peut être avec plusieurs fonds comme ça qui financent vos activités. La plupart du temps, il y a un agent là, qui est assigné à notre dossier. Donc, ça peut être effectivement une bonne chose de s'assurer qu'il y a eu des démarches qui ont été entreprises pour communiquer avec la personne responsable de notre dossier, puis voir est-ce qu'on peut négocier un amendement ou signer un addendum ou une modification à la convention, si c'était sur 3 ans, par exemple, qu'on avait une enveloppe qui était prévue. En ce moment, il y a quand même pas mal d'allègements et de modifications qui sont possibles. Donc, oui, c'est sûr que ce serait une démarche là, à viser là, de voir est-ce qu'on peut alléger les périodes de reddition de compte ou, de manière générale, trouver des prolongations, des fois, pour réaliser des projets aussi. Là. Des fois, il y avait des dates limites auxquelles il fallait que certains projets soient complétés. Là, c'est pas possible de le faire en ce moment parce que, par exemple, les activités de consultation publique ou de participation citoyenne ne seraient pas possibles. Donc, tout ce qui bloque un peu l'avancement ou la finalisation de projets en cours, puis qu'il y a des paiements ou des décaissements des enveloppes budgétaires qui sont liés à la reddition de compte puis au fait d'avoir complété des étapes, contactez vos agents responsables là, de vos conventions, puis effectivement, convenez par écrit d'une prolongation le cas échéant.
Pour la question des AGA en tant que tels, c'est sûr que c'est pas recommandé légalement de les sauter complètement. Là. Je ne sais pas si la démarche avait été entreprise à l'époque avant que la directive justement du ministère de la Justice soit émise à l'effet qu'on peut faire nos AGA par voie électronique là, ou technologique. C'est sûr qu'il y a un équilibre, là, un peu comme Marie-Ève parlait, de voir est-ce qu'on se concentre plus sur la réorganisation des activités, puis essayer de se replacer, de se repositionner, ou est-ce qu'on fait notre AGA qui est quand même pas mal technique, là, si on veut, puis qui peut prendre du temps quand même. Peut-être concentrez-vous sur vraiment les priorités, là, les choses qui sont peut-être de vous assurer le service à vos bénéficiaires ou de vos activités, de stabiliser l'ensemble de l'organisation, parce que c'est vrai que les 2 derniers mois ont été quand même assez mouvementés là, pour beaucoup d'entre nous. Mais disons, au courant de l'été, là, si ça se calme un peu, ça serait bien de peut-être prendre quelques jours, quelques semaines pour organiser l'AGA, la faire en mode virtuel, puis après ça, au moins comme ça, c'est fait, puis vous avez vos documents, puis vous avez des nouvelles demandes de financement à faire. Vous allez devoir fournir des résolutions éventuellement ou des preuves que l'AGA a eu lieu. Donc, le plus vite on peut le faire, le plus vite vous allez être capable aussi de rebondir et d'être conforme là, pour vos prochaines demandes de subventions, etc., qui vont probablement requérir là, de fournir des procès-verbaux, tout ça. Puis si vous ne l'avez pas fait, vous allez comme pris pour rattraper le temps perdu plus tard. Donc, ce ne serait peut-être pas la priorité numéro 1 si vous en avez qui sont plus urgentes en ce moment, mais autant que possible, dans les prochaines semaines, prochains mois, là, ceux qui étaient dus pour faire une assemblée générale annuelle, c'est recommandé d'essayer de l'organiser quand même. Parfait. On a des commentaires dans le chat, notamment du côté de la Naudière, où le programme du PSOC, justement, a donné jusqu'au 30 septembre là, pour la tenue des assemblées générales. Je sais qu'il y a des ententes qui sont négociées dans les différentes régions. On avait une question, peut-être qui s'adresse davantage à Marie-Ève, au niveau des employés qui doivent être placés en isolement. Ou carrément lorsque quelqu'un n'est pas en mesure de faire son travail puis que le télétravail n'est pas possible, quelle serait la responsabilité de l'employeur à ce moment-là? Je pense qu'en fait, c'est une question surtout pour Sophie en matière d'emploi et de sécurité à l'emploi. Je vais te laisser y aller, Sophie. Oui, parfait. Okay. Donc, une personne qui serait en isolement, là, disons, en quarantaine à cause de la COVID ou qui n'est pas en mesure de rendre sa prestation de travail. Il y a certaines journées là, qui doivent être payées au tout début, là, comme je le mentionnais au début de la présentation. Les 2 premières journées d'absence sont rémunérées. Par la suite, c'est un congé sans solde, dans le fond. Donc, c'est protégé par la loi sur les normes. On ne peut pas congédier ou renvoyer quelqu'un parce qu'il est malade, atteint de la COVID ou parce qu'il doit, par exemple, s'occuper de ses jeunes enfants ou qu'il n'est pas capable d'être en télétravail parce que c'est ça, il y a peut-être pas... C'est sûr que si c'est une question d'organisation, d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, tout ça, il peut avoir une obligation de l'employeur là, de fournir les outils de travail adéquats pour que la personne puisse rendre sa prestation de travail en télétravail. Mais si c'est vraiment qu'elle a des jeunes enfants à la maison puis elle doit s'en occuper, donc elle ne peut pas travailler, elle est en congé protégé par la loi, donc ce serait un congé sans solde. Par contre, dans les circonstances, il y a la prestation canadienne d'urgence qui a été mise en place par le gouvernement fédéral. Donc, probablement, des employés vont préférer peut-être avoir une mise à pied pour toucher la prestation plutôt que d'avoir un congé protégé par la loi, mais sans solde. Donc, ce serait à discuter dans ces cas-là avec les employés qui sont soit malades ou incapables de travailler pour des raisons comme la garde de jeunes enfants, puis de voir s'ils veulent avoir une mise à pied temporaire, en fait, puis ça va leur donner accès à la PCU, à la prestation canadienne d'urgence, qui, elle, dure jusqu'à 16 semaines. Donc, ça peut être une façon à la fois pour l'organisme qui doit avoir des employés capables de travailler, donc ne devrait pas avoir à rémunérer un employé qui ne peut pas travailler, mais en même temps pour que la personne ne se retrouve pas sans revenu, donc elle pourrait toucher la PCU. Parfait. On a beaucoup de questions qui rentrent en ce moment. Quelqu'un demande aussi si les gens travaillent de la maison, est-ce qu'on a, par exemple, je sais que c'est du cas par cas, mais s'il y a peut-être des précédents ou des organisations qui ont des pratiques intéressantes de ce côté-là sur l'utilisation d'Internet, le fait que les gens doivent utiliser souvent un ordinateur qui n'est pas celui du bureau. Donc, qu'est-ce que les employeurs peuvent faire dans ces cas-là pour faciliter le télétravail? Oui, donc au niveau dans le fond, des outils de travail, c'est sûr que ça touche un peu la question aussi de la sécurité informatique et de la protection des données. Je pense que beaucoup d'entre nous, on est tous tombés en télétravail rapidement sans nécessairement avoir
en tête combien de temps ça allait durer, mais si, comme on le voit dans plusieurs secteurs, le télétravail se prolonge plusieurs mois, là, même jusqu'à peut-être à la fin de l'année 2020-2021, il y a toutes sortes de choses qu'on entend en ce moment. C'est sûr que c'est important comme administrateur d'OBNL de vous questionner sur qu'est-ce qui a été mis en place justement pour assurer du bon télétravail à long terme à partir de la maison. Puis, entre autres, est-ce que les gens utilisent leur ordinateur personnel qui peut-être est moins sécurisé? Est-ce qu'il y a un antivirus? Est-ce qu'il y a des pare-feux? Est-ce que la configuration est bien faite? Puis, si jamais ce n'est pas le cas, c'est sûr que pour s'assurer d'être sécuritaire là, au niveau informatique, il y aurait des obligations là, de peut-être équiper les employés avec des ordinateurs qui sont fournis par l'organisme. C'est sûr que ce peut-être pas des laptops que les gens avaient quand ils travaillaient sur place, sur les lieux de travail. Donc, ça peut exiger là, de revoir le budget, justement, de voir certaines nouvelles dépenses ou intégrer dans le budget là, des amendements pour tenir compte du fait qu'on doit possiblement rééquiper là, les gens pour qu'ils puissent travailler à la maison. Puis certains vont peut-être demander d'avoir des compensations, justement, pour l'utilisation de leur Internet avec leur contrat à la maison, s'ils dépassent leurs données, par exemple, des choses comme ça. Ça pourrait être aussi pour les téléphones cellulaires. Donc, dans le fond, tous les avantages marginaux là, qui sont liés au fait d'utiliser un bureau à la maison, des choses comme ça. C'est sûr que ça entraîne des coûts qui étaient autrefois qui étaient assumés par l'entreprise, qui peut-être sont plus là parce qu'il n'y a plus personne sur place. Mais si les gens doivent imprimer, ils doivent s'acheter du papier, des fournitures de bureau, des choses comme ça, ça reviendrait à l'employeur là, de s'assurer de bien équiper ses employés pour qu'ils puissent travailler correctement de la maison. Donc, pour le CA, ça voudrait dire regarder un peu les postes de dépenses, de budget, comment les dépenses ont évolué en fonction des modifications aux méthodes de travail, puis le cas échéant, faire des amendements ou faire un suivi là, pour s'assurer que les postes budgétaires sont recalibrés en conséquence pour que tout le monde soit bien organisé pour travailler de la maison. Il y a dans le chat des gens qui disent qu'ils ont eu jusqu'à 6 mois de plus pour faire leur AG après la fin de l'état d'urgence, en tout cas. Donc, ça donne plus de temps. On a une question également par rapport aux organisations, puis c'est pas uniquement elles, mais c'est l'exemple qui est fourni, mais qui travaillent avec des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, de tenir une assemblée générale avec Zoom en considérant la difficulté d'accès, la difficulté de participation effective également, parce que le but d'une AG, c'est pas juste d'écouter, mais c'est de pouvoir intervenir. À ce moment-là, j'imagine que des organisations qui ont des situations particulières peuvent faire des requêtes peut-être qui seraient acceptées au cas par cas parce que leur public, leur clientèle est vraiment particulière. Oui, effectivement, c'est sûr que pour des cas comme ça, c'est pas interdit non plus de faire l'assemblée en personne. Ce serait de voir est-ce qu'on peut l'organiser en respectant la fameuse distanciation sociale, malgré tout, si on veut que les gens soient là ensemble pour pouvoir interagir, puis que c'est préférable de le faire comme ça versus par moyen technologique, là, qui est peut-être pas l'idéal pour certains membres qui auraient des difficultés à utiliser une plateforme technologique. C'est sûr que ça deviendrait plus une question d'accommodement ou de voir comment on peut organiser. Donc, il n'y a pas de réponse là, nette et limpide sur la manière de faire, mais dans la mesure où on est capable de le faire en présentiel dans une salle qui est suffisamment grande là, pour recevoir tout le monde avec des sièges qui seraient placés à 2 mètres les uns des autres. Il pourrait y avoir une partie des gens qui sont présents ensemble sur place, une partie qui est connectée via une plateforme technologique, puis faire comme un mix des deux, là, voir comment on peut réussir à avoir la meilleure participation possible. Mais c'est sûr, ça va être des assemblées générales annuelles qui risquent d'être un peu différentes là, de celles qu'on a organisées par le passé, étant donné qu'on doit faire face à toutes sortes de contraintes là, au niveau soit de la technologie ou, dans le fond, des limitations, justement, que certaines personnes pourraient avoir. Donc, c'est ça ce qu'on voit dans le chat. Pour beaucoup d'organisations, la distanciation physique en Assemblée générale, étant donné la clientèle avec laquelle ils travaillent, c'est pas possible. Donc, ça semble être un souci pour plusieurs. La question du vote également, on le mentionnait aussi dans la directive du ministère de la Justice, il faut conserver les résultats du vote. Nous, on va probablement avoir un webinaire spécifique sur la question des assemblées générales en ligne, mais au plan légal, comment on peut faire ça avec les moyens du bord, là, tout en préservant le vote secret, mais conserver les résultats du vote en utilisant les technologies de l'information ou un format en ligne d'assemblée générale. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus?
Il existe certaines applications là, qui permettent de le faire en présentiel virtuel, si on veut, là, puis de conserver les résultats. C'est sûr que c'est bien de toujours avoir un scrutateur qui est nommé. Là. Souvent, au règlement général de l'organisme, il y a une personne spécifique qu'on peut nommer lors du vote là, pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui consigne les résultats. Dans le fond, ça peut être à la limite juste une capture d'écran de l'ordinateur. Là, si c'est fait avec un logiciel où les gens votent, on a les résultats qui sont affichés par la suite. Mais sinon, il faut trouver une façon, effectivement, soit par une application ou par un moyen pour que quelqu'un note les résultats quelque part puis les conserve, c'est ça, par voie électronique. Normalement, on aurait des petits bouts de papier si on était en personne, là, puis on conserverait tout ça, puis ce serait comme consigné. Puis il y aurait un cahier, dans le fond, avec le scrutateur qui remplirait puis qui aurait les résultats. Là, ça serait par voie électronique qu'on ferait ça. Donc, il y en a qui rappellent que Zoom offre des fonctionnalités de sondage, mais après ça, c'est toujours de voir comment s'assurer que les observateurs ne votent pas. En tout cas, il y a toute une mécanique à respecter. On pose également la question de la délégation de pouvoir. Est-ce qu'on pourrait, comme ça se voit à l'Assemblée nationale, avoir une entente pour dire, bien, on va avoir un nombre réduit de membres à l'Assemblée générale? Peut-être à ce moment-là, ça voudrait dire d'avoir une exemption au quorum pour dire qu'on sera moins nombreux, mais on va permettre certains membres, par exemple, s'ils représentent des collèges électoraux, des collèges d'affinité, pour tenir une assemblée générale présentielle, mais avec moins de participation. Moi, je dirais que ça dépend aussi de... Il faudrait regarder ce qui est prévu dans les règlements et les statuts aussi de l'organisme. Probablement prévoir un amendement temporaire, puis ensuite, là, ce serait quelque chose qui pourrait peut-être être considéré. Je ne sais pas, Sophie, toi, si tu... Oui, effectivement, ça pourrait être de voir si vous avez déjà le vote par proxy qui est prévu dans vos règlements généraux ou de nommer quelqu'un, dans le fond, qui vient en votre nom voter pour vous. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une clause qu'on rajoute temporairement dans les règlements généraux pour le faire, ou on peut carrément aussi déterminer que le quorum requis pour la tenue de l'Assemblée générale pourrait être diminué. Là, si on avait besoin de 10 des membres ou de 25 membres, on pourrait peut-être le réduire à 15 membres pour cette année. Puis voir si ça peut être un allègement qu'on peut effectuer pour que l'Assemblée générale soit tenue, soit validement constituée. Puis ça limiterait le nombre de personnes physiquement présentes si on le fait en présentiel. Excellent. Il y a beaucoup de questions qui font appel à des cas très particuliers pour lesquels on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations. Comment une organisation qui actuellement, qui avait avant la COVID déjà un budget très limité, puis un budget maintenant encore plus limité, comment les organisations peuvent avoir accès à certains conseils légaux sans avoir à débourser des montants très élevés? Est-ce qu'il y a des ressources qui le permettent à Montréal? Est-ce que tu veux y aller, Marielle? Ou... J'attendais de voir si ça répond. Mais en tant que tel, le premier qui me vient en tête, c'est il y a des ressources en pro bono qui sont à faire, notamment dans notre propre bureau. Si l'organisme, justement, bénéficie d'un budget qui est assez limité, il y a certains critères qu'on va vérifier, mais il y a effectivement des services pro bono qui peuvent être offerts aux organismes qui bénéficient peut-être d'un budget qui est un peu plus limité, justement, mais qui ont quand même des besoins juridiques. À ce moment-là, on s'en occupe effectivement. Sinon, comme autre ressource, il y a des regroupements en général qui sont en train de se créer, tout ça. Mais vite comme ça, il n'y en a aucun qui me vient en tête, sinon qui permet de bénéficier de services juridiques aprimodiques, disons. Il y a différentes techniques juridiques qui sont mises en place aussi notamment par le barreau, qui me semble que c'est encore maintenu pour une certaine période. Donc là, justement, il y a aussi des services pro bono qui sont des petites consultations qui peuvent être offertes par le barreau aussi. Oui, effectivement. Il y a une ligne téléphonique spéciale du barreau du Québec qui est disponible avec un numéro. Vous avez juste à aller en ligne sur le site web du barreau du Québec. Vous allez pouvoir avoir peut-être pas des conseils très pointus et spécifiques, mais c'est à tout le moins de l'information juridique. Puis ça peut durer là, près d'une quinzaine de minutes, un appel avec un avocat comme ça. Puis sinon, sur le site web du barreau, il y a aussi un outil de référencement pour des ressources en accessibilité à la justice là, à coût modique.
Donc, encore une fois, c'est peut-être pas toujours comme un avocat qui prend en charge le dossier sur le long terme et tout ça, mais ça va vous permettre, entre autres, de peut-être aller poser des questions, d'avoir des réponses ou d'être guidé là, dans les différentes ressources qui existent en ligne. Il y a aussi le site web Éducalois qui est très bien fait, Oui. là, qui permet d'avoir de l'information juridique. Il y a des capsules vidéo, il y a du contenu en infographie aussi, qui peut être quand même pratique de diffuser. Puis qui répond peut-être pas à toutes les questions, mais qui permet quand même d'avoir un bon aperçu là, des fois quand on se pose certaines questions. Donc, ce seraient les principales ressources qui sont disponibles. Dans le chat, on parle également du jury POP et de Porte 33 Justice Pro Bono. Que je ne connais pas. Mais donc, peut-être regarder aussi dans vos réseaux, demander à vos administrateurs. Puis ceux qui appartiennent aussi à des regroupements, des fois, la question que vous avez, c'est une question qui peut intéresser plusieurs dirigeants, administrateurs, administratrices d'organisations. Donc, des fois, ça peut être bien de faire un petit coup de sonde dans votre réseau, aller chercher les questions, puis lorsque vous approchez un avocat, une avocate, un cabinet, vous pouvez peut-être présenter plusieurs de vos questions puis obtenir des réponses qui vont satisfaire un plus grand nombre. Une question vraiment une question à 100$, disons, pour la fin. Je ne sais pas si vous avez des pistes de réponse pour ça, mais on le voit depuis le début de la crise, il y a des CA qui sont extrêmement proactifs, très, très soutenants. Et il y a d'autres organisations qui ont vu malheureusement leur CA se volatiliser, donc des directions, des coordinations qui ont très peu de soutien. Quels sont les recours d'une direction d'OBNL lorsque le CA est très peu présent puis ne joue pas suffisamment son rôle au moment où on en a le plus besoin? C'est sûr qu'ultimement, c'est les membres aussi là, de l'organisation qui sont un peu ceux qui ont élu à la base le CA, là, puis qui sont responsables de s'assurer que les choses vont rondement. Donc, il pourrait y avoir une assemblée générale extraordinaire qui serait convoquée. C'est sûr qu'encore là, on revient un peu aux mêmes questions, comme quoi c'est pas toujours facile de les organiser en ce moment, les assemblées, qu'elles soient générales, annuelles ou assemblées générales extraordinaires. Mais c'est sûr que s'il y a des enjeux vraiment là, de gouvernance très, très, très importants, que plus personne au CA ou que vraiment les gens ne répondent pas, ne respectent pas leur devoir fiduciaire, leur devoir d'agir dans le meilleur intérêt, tout ça, puis qu'ils ont un peu sont volatilisés là, complètement. Il faudrait aller, dans le fond, il y a au registre des entreprises une procédure aussi pour mettre en tutelle un OBNL qui serait vraiment en grande difficulté. C'est sûr que tout ça, c'est quand même des démarches qui requièrent aussi du temps et de l'énergie à organiser. Puis peut-être qu'en ce moment, on est un peu pris avec plein d'autres urgences à faire, mais légalement, ce serait l'Assemblée générale extraordinaire ou la tutelle, dans le fond, qui seraient vraiment les mesures. Mais ça, c'est vraiment extrême s'il n'y a personne qui est là pour prendre la relève, là, puis qu'il y a comme carrément plus de CA qui serait là pour assurer la direction de l'organisme. Parfait. Ben, j'imagine dans le contexte, la continuité est quand même très importante. Donc, les organisations qui le peuvent, là, de garder un noyau dur au sein du CA, ça doit être aidant. Puis, si on a un avocat, une avocate dans le noyau dur, c'est encore tant mieux, j'imagine, par les temps qui courent. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir fait un survol de certaines questions légales au sein des conseils d'administration en période de crise. Je pense que on l'a vu par le nombre et la complexité des questions qui nous ont été partagées. Ça répond à un réel besoin. Il y a certaines organisations qui comptent une expertise juridique au sein de leur CA, mais le droit est un champ de pratique très complexe, puis on peut être en droit du travail, mais pas avoir des réponses à d'autres niveaux. Donc, c'est très... ce sont des sujets très complexes qui évoluent rapidement. Donc, je vous invite là, à faire appel à votre réseau puis aller chercher un appui parce que lorsqu'on ne va pas dans la bonne direction, par la suite, ça peut entraîner des coûts importants puis ça peut aussi avoir des effets très négatifs sur l'organisation. Je pense notamment à tous les cas de licenciement qui ne sont pas faits de façon orthodoxe. Ça amène après beaucoup de difficultés. Puis lorsqu'on sait que la réputation des OBNL, c'est un élément majeur, donc c'est une des principales valeurs de l'organisation. Lorsqu'on a des gens qui considèrent qu'ils ont été traités injustement par la suite, ça va être très difficile pour l'organisation. Et le temps que vous vouliez consacrer à vos membres, vous allez peut-être avoir à l'utiliser pour vous défendre, ce qui est loin d'être idéal. Donc, merci Marie-Ève et merci Sophie d'avoir passé cette dernière heure avec nous. Comme on le disait, vous allez recevoir un compte-rendu de la présentation. En fait,
la présentation en PDF. Vous aurez accès dès la semaine prochaine à l'enregistrement si vous voulez le partager avec des membres de votre CA ou de votre réseau. Vous avez déjà dans votre boîte de courriel un lien pour accéder à l'évaluation de l'atelier. Donc, merci aux gens qui prennent le temps de nous partager leurs commentaires, ceux qui suggèrent également des thématiques d'atelier. Il y a plusieurs sujets qu'on est allé chercher là-bas. Il y en a qui sont plus du ressort de la gestion, donc on ne peut pas les traiter directement ici. On essaie vraiment d'avoir un focus gouvernance, mais on va regarder s'il y a des ressources qui peuvent être mises à votre disposition et qu'on pourra vous partager. Pour la présentation de la semaine dernière, on devait vous envoyer le résumé. On a eu un contretemps, mais ça va vous parvenir d'ici quelques jours. Donc, merci pour votre patience. La semaine prochaine, on va aborder la question de la gestion de risque au conseil d'administration, pas uniquement dans le contexte de la crise actuelle, mais de façon plus large, comment la période à travers laquelle on est en train de passer peut amener les conseils d'administration à réagir, à réfléchir aux risques qui vous touchent dans vos champs de pratique respectifs. Donc, on va voir ça la semaine prochaine, mercredi, toujours à 15 h. Donc, merci grandement à tout le monde et au nom de Concertation Montréal. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Merci à nos partenaires, l'agglomération de Montréal et le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, on se retrouve dans une semaine, puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir, merci.